Est-il opportun de s'intéresser à Pfizer aujourd'hui? C'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche et on commence tout de suite avec le cours de l'action Pfizer. Donc on est dans le secteur pharmaceutique, hein. Un cours de l'action qui a beaucoup dévissé suite à la pandémie, hein. On fait une fortune ici, puis hop, on reprend tout ce qu'on a gagné, hein. Retour à la case départ. Donc est-ce que c'est le moment de s'intéresser à Pfizer? On regarde ça. La croissance du chiffre d'affaires et en médiane, il y en a pas, 1. Sur les 12 derniers mois, alors on a peut-être la publication, on peut se mettre en 12 mois glissants. Hop, si je me mets ici, on a la publication. Donc sur les 12 derniers mois glissants, ce qu'on voit qui est intéressant, hein, c'est que la croissance est en train de revenir. Donc là, on a purgé la phase de décroissance. À partir de 2024, la dérivée seconde commençait à être positive. Donc ça allait de mieux en mieux. Et là, on reprend la croissance. La société fait des acquisitions, hein, 113 milliards sur 128 milliards de market cap. Ça me semble étrange qu'on soit à ce niveau-là, hein. J'ai l'impression qu'elle a quand même détruit de la valeur, hein. Donc ça, et c'est quand même, il faudrait voir le track record des acquisitions, hein, parce que quand on voit ça, c'est-à-dire qu'on a une énorme part de goodwill dans les actifs. Ça, c'est pas terrible. Bon, un peu de croissance, post-pandémie, ça a bien décru, mais là, ça reprend. Est-ce qu'on va pouvoir s'y intéresser maintenant? On va regarder les taux de marge. Alors, donc, on était stable jusqu'à 2020 et ensuite, tac, les taux de marge ont été impactés, mais on est quand même à un niveau d'avantage concurrentiel, hein, 74 et c'est en train de se rétablir. Bon, sur le taux de marge brut, il y a rien à dire, hein, l'entreprise a quand même la capacité de monter les prix. Le taux de marge d'EBITDA, il est élevé aussi à 37. Bon, c'est un peu oscillé autour de la médiane, mais c'est relativement stable. Par contre, le taux de marge net, lui, il a été un peu, il a vraiment chuté, hein, sur 2024. Par quoi ça a été impacté? Peut-être que ça a été impacté par du non-cash, heu, les acquisitions mal digérées, point d'interrogation, hein, des dépréciations des amortissements du goodwill, par exemple. Ça pourrait être ça. Si on regarde les free cash flow, hein, ça reste positif. Donc sur la période, en fait, alors là, on a eu du non-cash, hein, qui a impacté les résultats nets. C'est pas forcément, une perte, c'est une perte comptable, on va dire, c'est pas une vraie perte. Alors, on va regarder maintenant la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Hop, free cash flow supérieur aux bénéfices nets. C'est normal, c'est une industrie qui n'a plus besoin d'autant de dépenses en capital qu'avant. Ils font surtout des acquisitions pour essayer de capter un peu de croissance. Donc si on regarde dépréciation amortissement par rapport au CAPEX, eh bien en fait, non, on a des CAPEX qui sont supérieurs aux dépréciations amortissement, mais on doit avoir du other non-cash items, voilà, on l'a pour 73 milliards, ce qui est supérieur à cette différence et ce qui explique une partie de cet écart. Donc ça doit être justement ça doit être de l'exceptionnel, hein, qui a été des provisions, et cetera. Donc il faut aller voir un tableau de trésorerie de quoi il s'agit, mais ça explique l'écart qu'il y a ici. Alors, pour pouvoir valoriser l'entreprise, si elle n'est pas endettée, on pourra utiliser plutôt les free cash flow. On va regarder la rentabilité opérationnelle. En médiane, on est sur 12. Sur les 12 derniers mois glissants, à mars 2025, on est à 11, ce qui est tout à fait correct, qui est au-delà de la croissance organique. Donc, on peut s'autofinancer, se désendetter ou faire des acquisitions ou rémunérer l'actionnaire avec ce niveau de rentabilité. Alors, on va regarder maintenant le niveau de la dette. Donc, on est sur 45 milliards de dettes nettes. Ça a bien baissé depuis 2024, hein, donc ça monte quand on fait des acquisitions, hein, forcément. Hop, ça a monté ici. Donc, c'est en train de baisser. On n'est plus qu'à 2 fois l'EBITDA, donc ça reste correct, on va dire. C'est pas exceptionnel, mais bon, on se désendette tranquillement, donc je pense qu'il n'y a pas un sujet, la dette. 4 fois les free cash flow, là-dessus, ça va aussi, hein, on pourra rembourser la dette sans trop de problèmes. La rémunération des actionnaires maintenant. Hop, hop. On est sur 9,6 milliards de dividendes, ce qui donne un rendement qui est, à mon avis, pas mal, hein. Si on fait 9,6 sur 125, 128, 129 même, on va mettre, ouais, ça fait 7,4. D'ailleurs, c'est le rendement de l'actionnaire qui est ici, puisque l'entreprise dilue les actionnaires. Dommage. Le niveau du dividende, il n'est pas soutenable. On est à un niveau qui est proche des free cash flow, hein, de la totalité des free cash flow. Donc, ça explique pourquoi il y a plus de rachat d'actions d'ailleurs et qu'en plus on fait des dilutions. Avant, je pense il y a toujours un peu de dilution, mais elle était compensée par des rachats d'actions. Donc cette dilution, ça devait être, des actions gratuites ou de l'actionnariat salarié et on a neutralisé avec des rachats d'actions. Mais maintenant, comme il y a plus de free cash flow, vu qu'on met tout en dividende, eh bien on peut plus neutraliser ça et donc ça ramène un peu de dilution. Donc ça, bon, c'est un peu dommage, ça baisse le rendement de l'actionnaire. Il reste quand même assez copieux à 7,4, hein, ce qui est pas mal. On regarde la valorisation. Valeur entreprise sur EBITDA, on est à 7,1 à l'heure actuelle, donc ça nous donne une décote par rapport au multiple 10 ans de, à la louche, plus de 30%, 40% quand même. Tiens. Donc,
il y a une bonne marge de sécurité quand même sur le dossier. C'est pas la meilleure marge de sécurité. Il y avait une meilleure marge de sécurité sur juillet, enfin sur l'été 2023. Mais là, ça replonge un petit peu ce multiple. Donc, conclusion du dossier, Pfizer, si vous pouvez investir dans les pharma, ce qui n'est pas mon cas, je m'interdis d'investir dans ce secteur, eh bien, c'est un dossier qui est tout à fait intéressant, avec une bonne rémunération d'actionnaire qui n'est pas forcément soutenable. Donc, il faut s'attendre à ce qu'elle baisse un petit peu, hein, mais je pense qu'on peut aller jusqu'à 4,5-5% de rendement du dividende de manière assez safe. Et vous avez une marge de sécurité sur la valorisation. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.